Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir ensemble aujourd'hui le cours dont l'intitulé sont les règles de prescription des antidiabétiques. Les objectifs de notre cours sont les suivants: connaître les différentes classes de médicaments antidiabétiques, connaître leur mécanisme d'action, connaître leurs indications, effets indésirables, contre-indications et précautions d'emploi. Le plan du cours est le suivant. En grand 1, c'est l'introduction. Grand 2, classification des antidiabétiques. On va voir successivement 1, les insulines. Petit 2, les insulinosécrétagogues. Petit 3, les insulinosensibilisateurs. 4 médicaments qui agissent directement sur le métabolisme du glucose. Petit 5, les incrétinomimétiques. Petit 6, les inhibiteurs du SGLT2 et en grand 3 et enfin une conclusion. En introduction, le traitement du diabète s'adapte tout au long de la maladie diabétique. Il varie selon chaque personne et selon le type de diabète. Comme vous le savez, le diabète de type 1, qui résulte d'une destruction des cellules bêta-pancréatiques, ce qui aboutit à une carence en insuline, le traitement c'est l'insulinothérapie substitutive. Le diabète de type 2, dont le mécanisme d'action est différent, se résumant en anomalie de sécrétion de l'insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans et une résistance périphérique des tissus à l'action de l'insuline. Son traitement, outre que les mesures hygiéno-diététiques, il fait appel aux antidiabétiques oraux, à l'insuline et aux autres médicaments injectables non insuliniques. Maintenant, on passe au grand 2 et à la classification des antidiabétiques. On a les insulines qui comportent les insulines humaines et les analogues de l'insuline humaine, les insulinosécrétagogues qui comportent les sulfamides et les glinides, les insulinosensibilisateurs donc représentés par les biguanides, le benfluorex et les glitazones, eux, ont été retirés du marché. Les médicaments qui agissent directement sur le métabolisme du glucose, représentés par les inhibiteurs des alpha-glucosidases, les incrétinomimétiques, représentés par les analogues du GLP-1 et les gliptines, appelés aussi inhibiteurs de la DPP4. Les inhibiteurs du SGLT2, représentés par les gliflozines. Maintenant, on commence par les insulines. Elles sont définies, l'insuline humaine est définie comme un polypeptide de 6000 daltons qui est composé de 2 chaînes reliées entre elles par 2 ponts disulfure. La chaîne A comporte 21 acides aminés et la chaîne B, donc elle, comporte 30 acides aminés et elles sont reliées entre elles par 2 ponts disulfure, comme c'est illustré sur cette image. Les insulines humaines et les insulines analogues donc, sont toutes les deux issues de procédés de génie génétique. À des différences, les insulines humaines, elles, sont issues de génie génétique en insérant un gène codant pour les chaînes A et B de l'insuline humaine dans l'ADN des bactéries. Et c'est la réplication de l'ADN qui va permettre donc la fabrication de chaînes A et B qui vont être reliées par la suite. Les analogues de l'insuline humaine, donc pendant le procédé de génie génétique, il y aura un ou plusieurs acides aminés de la protéine normale qui vont être remplacés en vue de modifier la cinétique ou voire même la solubilité de l'insuline. Comment sont classées les insulines? En pratique, les insulines sont classées en fonction de leur rapidité d'action et aussi de leur durée d'action. On a les insulines à durée d'action très brève et brève, c'est les insulines rapides et ultra rapides. Les insulines dont la durée d'action est intermédiaire, donc c'est les insulines intermédiaires. Et les insulines à durée d'action prolongée, on a les insulines lentes et ultra lentes. Donc sur cette plaque, donc, vous voyez qu'on a ici les
insulines rapides et ultra rapides. Donc en noir là, c'est les ultra rapides représentés par l'asparte, l'ispro et la glusine avec leur nom commercial respectif. Donc vous voyez que le pic est atteint plus précocement que celui de la rapide qui, elle, est représentée avec un bleu foncé, que la durée d'action, donc le pic, il est décalé par rapport à l'ultra rapide et la durée d'action, elle est plus prolongée. Donc dans l'insuline intermédiaire, donc on a la classique NPH donc, qui est représentée ici en violet et vous voyez que son pic donc, est atteint plus tardivement et il est plus bas par rapport à celui des insulines ultra rapides et sa durée d'action donc dépasse de peu les 16 heures. Donc dans les lentes et ultra lentes, on a la détémir. Donc, donc la courbe elle est plus plate donc, et la durée d'action plus prolongée, suivie par la glargine donc, qui est une insuline aussi lente, et enfin Degludec et le Toujeo qui sont des insulines elles ultra lentes et dont la durée donc, peut dépasser les 24 heures et elles ne sont pas administrées quotidiennement. Le mécanisme d'action de l'insuline. L'insuline est l'hypoglycémion qui exerce son effet par des mécanismes suivants. On a la glycogénogénèse musculaire et hépatique, l'inhibition de la glycogénolyse hépatique et la lipogénèse. La délivrance progressive et prolongée de l'insuline se fait par l'un des mécanismes suivants, soit par l'injection de la préparation en sous-cutané ou bien en intramusculaire, ou bien par l'adjonction de zinc et ou de protamine aux préparations d'insuline. Et ces substances vont permettre de délivrer progressivement dans la circulation sanguine l'insuline qui a été administrée par voie sous-cutanée qui va être libérée progressivement. Les voies d'administration, on a les stylos d'auto-injection sous-cutanée, on a les pompes à insuline qui nécessitent une prise en charge spécialisée et dans des centres spécialisés, et la voie intraveineuse qui, elle, réservée pour la prise en charge des complications aiguës. Les indications de l'insuline, c'est essentiellement dans le diabète de type 1, dont l'insuline représente le traitement substitutif. Dans le diabète de type 2, l'insuline est indiquée en cas d'échec en termes d'hémoglobine glyquée, des mesures hygiéno-diététiques et des différents ADO. En cas de contre-indication aux ADO, en cas de grossesse et période périconceptionnelle, en cas de décompensation métabolique aiguë, donc dans certains états aigus tels que l'IDM, le sepsis sévère, les interventions chirurgicales et la corticothérapie, la lutte transitoire contre la glucotoxicité. Les contre-indications de l'insuline, c'est les situations d'hypoglycémie. Les effets indésirables de l'insuline, c'est surtout l'hypoglycémie, les réactions allergiques locales ou générales, sachant que les réactions générales sont rares voire exceptionnelles, la lipodystrophie, l'hypokaliémie et la prise de poids par le biais de son mécanisme d'action. Les règles de prescription. Donc, parmi les règles de prescription, nous allons aborder différents points. Tout d'abord, c'est la technique d'injection. Il faut apprendre aux patients que l'horaire varie selon les repas. Il faut multiplier les sites d'injection afin de limiter la lipodystrophie. On a différents sites, bras, abdomen, cuisses et dos, comme c'est illustré sur cette image. Les injections sous-cutanées doivent se faire d'une façon perpendiculaire à la peau et attendre 10 minutes avant le retrait du stylo ou de l'aiguille. Toujours dans les règles de prescription, la prescription d'une insulinothérapie ne se conçoit pas sans une autosurveillance glycémique. Donc le patient apprendra, ou bien une personne de son entourage, on lui apprendra à réaliser la glycémie capillaire au minimum 3 fois par jour et la valeur sera notée dans un carnet de surveillance glycémique.
les objectifs. Donc, les objectifs sont les suivants. Donc, à jeun, on attend une glycémie entre 0,8 et 1,2 grammes par litre, et en postprandial, notre objectif est de 1,2 à 1,6 grammes par litre de glycémie en postprandial. Et insister sur la réalisation de la bandelette de la chimie des urines, ou bien de faire un examen des urines à la bandelette urinaire si la glycémie est supérieure à 2 voire 3 grammes à la recherche d'une cétonurie. Il faut aussi éduquer le patient aux facteurs de variation glycémique. Donc le patient doit apprendre les facteurs de variation glycémique, à savoir l'alimentation riche, le repos physique inhabituel ou bien une dose trop faible d'insuline. Donc ça, c'est les facteurs hyperglycémiants. Les facteurs hypoglycémiants, à savoir une alimentation pauvre, une augmentation de l'activité physique, une dose trop importante d'insuline. L'autocontrôle des injections. Donc, il existe deux méthodes. La première, c'est la méthode compensatoire qui consiste à adapter les doses d'insuline par rapport aux glycémies intérieures. Donc, le patient va ramener son carnet de surveillance et on lui apprendra à se baser sur les insulines antérieures pour ajuster ses doses d'insuline. Donc, devant une hyperglycémie, il faut rajouter 2 unités d'insuline si l'hyperglycémie dure plus de 2 jours. En cas d'hypoglycémie inexpliquée, on doit réduire la dose d'insuline de 2 unités le lendemain. Inexpliquée, c'est-à-dire qu'on a cherché un facteur hypoglycémiant et on ne l'a pas trouvé. La méthode anticipatoire, là, c'est l'adaptation des doses d'insuline par rapport aux facteurs de variation glycémique. Si il y aura un événement hypoglycémiant, il faut réduire la dose d'insuline. Si il y aura un événement hyperglycémiant, alors on aura à augmenter la dose d'insuline. Et dans tous les cas, donc il faut toujours apprendre à notre patient d'avoir du sucre sur lui pour pallier aux situations d'hypoglycémie. On a terminé avec les insulines, on va voir les insulinosécrétagogues et on va commencer par les sulfamides hypoglycémiants, appelés aussi les sulfonylurées. Donc, le mécanisme d'action des sulfamides hypoglycémiants est le suivant. Les sulfamides vont se fixer sur la protéine sûre des canaux potassiques ATP des cellules bêta-désylodélangérance. Ils vont ainsi induire une fermeture des canaux potassiques ATP sensibles et la dépolarisation des cellules et la sécrétion d'insuline via l'entrée du calcium. Et il faut savoir que l'efficacité hypoglycémiante des sulfamides hypoglycémiants dépend de la capacité résiduelle du pancréas à sécréter l'insuline. Ceci, vous allez mieux le comprendre par l'illustration suivante. Donc là, vous voyez les canaux potassiques ATP sensibles. Donc, on aura le sulfonylurée ou bien le sulfamide hypoglycémiant qui va venir se lier à un récepteur spécifique qui est le récepteur sûr, donc sur le canal potassique ATP sensible. De ce fait, il y aura donc une dépolarisation de la cellule, l'ouverture du canal calcique, l'entrée du calcium. Cette entrée du calcium va entraîner donc la dégranulation et la libération de l'insuline. Les sulfamides hypoglycémiants peuvent être classés en 3 catégories: les sulfamides de première génération, les sulfamides de deuxième génération et enfin les sulfamides à libération prolongée. Donc ce tableau résume les sulfamides de première génération, de deuxième génération et les sulfamides à libération prolongée avec la dose par comprimé, la durée de demi-vie, la durée maximale d'action, la liaison aux protéines plasmatiques en pourcentage, leur métabolite et leur voie d'élimination. Les effets indésirables des sulfamides hypoglycémiants, c'est surtout
le risque d'hypoglycémie, qui sont d'autant graves et prolongés chez les patients âgés, chez les personnes dénutries, chez les insuffisants rénaux. Il faut savoir qu'ils peuvent entraîner une prise de poids modérée allant de 2 à 3 kg. Exceptionnellement, les sulfamides hypoglycémiants peuvent être à l'origine d'allergies cutanées, de thrombopénie auto-immune, d'anémie hémolytique et d'agranulocytose et d'hépatite. Les sulfamides hypoglycémiants sont indiqués dans les situations suivantes. Dans les allergies aux sulfamides, notamment les sulfamides antibactériens en cas d'insuffisance rénale, donc plus précisément pour une clairance inférieure à 30 ml par minute. Dans l'insuffisance hépatocellulaire et l'alcoolisme chronique, dans le diabète de type 1, en cas d'association avec le miconazole, en cas de grossesse et d'allaitement, et chez les sujets âgés de plus de 80 ans. Les précautions d'emploi. Quelles sont les précautions d'emploi à prendre lors de la prescription des sulfamides hypoglycémiants? Chez le sujet âgé, il faut privilégier les sulfamides à durée d'action courte, préconiser une titration plus lente des doses. Il faut veiller à la régularité des prises alimentaires et attirer l'attention au risque de l'automédication. Il convient d'avertir le patient des symptômes d'hypoglycémie et des circonstances favorisantes. Les interactions médicamenteuses des sulfamides hypoglycémiants, il faut savoir qu'ils interagissent avec de nombreux médicaments et leurs interactions sont de plusieurs types. La première, c'est avec des médicaments ayant le même mécanisme d'action. Ce sont les sulfamides antibactériens, c'est le Bactrim, qui conserve une activité hypoglycémiante. La potentialisation de l'action hypoglycémiante de sulfamides par modification de leur métabolisme par inhibition enzymatique, c'est le cas du miconazole et du fluconazole. Donc par certains médicaments qui vont masquer les symptômes de l'hypoglycémie tels que les bêta-bloquants. L'amélioration de la tolérance au glucose et la majoration de l'effet hypoglycémiant de sulfamides par les inhibiteurs des enzymes de conversion. Les médicaments qui entraînent une modification de la disponibilité par le déplacement de leur liaison aux protéines plasmatiques qui entraîne une augmentation de l'effet hypoglycémiant des sulfamides. Donc c'est essentiellement les aminoacides, les antibétamica et les fibrates. L'effet diabétogène de certains médicaments va entraîner une diminution de l'effet hypoglycémiant des sulfamides, exemple du danazol, du largactil, des corticoïdes et des progestatifs macrodosés. On a terminé avec les sulfamides hypoglycémiants, toujours dans les insulinosécrétagogues, on va voir les glinides. Leur mode d'action est pratiquement le même que celui des sulfamides hypoglycémiants, cependant, ils ne vont pas se fixer sur un récepteur spécifiquement. Ils vont agir sur la cellule bêta de l'ingérence en fermant les canaux potassiques et en ouvrant les canaux calciques, entraînant une insulinosécrétion pancréatique. Mais leur action est plus rapide et plus brève que celle des sulfamides hypoglycémiants. Ils réduisent surtout les glycémies postprandiales et ils vont entraîner moins d'hypoglycémie que les sulfamides. Les présentations, on a la répaglinide avec les comprimés à 0,5, 1 et 2 mg et la nétaglinide, donc, qui est le Starlix. Les effets indésirables des glinides, donc c'est les hypoglycémies, mais elles sont rares. On a les troubles gastro-intestinaux, on a les allergies, les troubles de la vision, les troubles hépatiques avec élévation de l'enzyme hépatique, les troubles hématologiques variés. Les glinides sont contre-indiqués en cas d'hypersensibilité connue aux produits dans le diabète de type 1, dans l'acidocétose diabétique avec ou sans coma, dans l'insuffisance hépatique sévère, au cours de la grossesse et de l'allaitement, et lors de l'utilisation concomitante du gène fibroside. Les interactions médicamenteuses, donc le risque d'interaction médicamenteuse est pratiquement identique à celui des sulfamides hypoglycémiants avec une mention spéciale
pour le gène fibrosile, dont l'association est formellement contre-indiquée. Donc à noter que le gène fibrosile est en traitement hypoglycémien. On a terminé avec les insulinosécrétagogues. Maintenant, on va voir les insulinosensibilisateurs et on va commencer par les biguanides. La metformine réduit la glycémie basale et postprandiale en agissant à 3 niveaux: hépatique, intestinal et musculaire. Au niveau hépatique, on aura une diminution de la production hépatique de glucose par inhibition de la néoglucogénèse et la glycogénolyse. Au niveau intestinal, ils vont retarder l'absorption intestinale du glucose. Au niveau musculaire, la metformine favorise la capture et l'utilisation périphérique du glucose, principalement au niveau musculaire, par l'augmentation de l'affinité des récepteurs à l'insuline. Mais aussi, la metformine réduit le taux des glycides, des triglycérides et du LDL cholestérol, entraîne une réduction pondérale, mais ne donne pas d'hypoglycémie. Et c'est ça de leur grand avantage. Indication des biguanides. Les biguanides sont indiqués en première intention dans le traitement du diabète de type 2, en association au régime alimentaire et l'exercice physique pour rétablir l'équilibre glycémique. Les effets indésirables des biguanides, c'est en premier lieu les troubles gastro-intestinaux qui sont très fréquents. Ils sont essentiellement observés au début du traitement à titre de nausées, de vomissements, diarrhée, douleurs abdominales et perte de l'appétit. La tolérance gastro-intestinale est améliorée par la prise au cours ou à la fin du repas de la metformine. Parmi les effets indésirables aussi, on note la diminution de l'absorption de la vitamine B12. L'acidose lactique, elle, est un effet indésirable et une complication exceptionnelle du traitement. Elle est mortelle dans 30 à 50% des cas. Rarement, donc, on a des réactions cutanées et des perturbations du goût. Les contre-indications, c'est toute affection entraînant une hypoxie tissulaire telle que l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque aiguë, les infections aiguës, l'insuffisance hépatocellulaire et l'alcoolisme, l'insuffisance rénale qui va nécessiter une adaptation posologique jusqu'à une clairance supérieure à 30 et imposer l'arrêt du traitement par les biguanides pour une clairance inférieure à 30 ml par minute. L'acidocétose diabétique impose l'arrêt immédiat du traitement, mais enfin, il ne convient pas de prescrire et de prendre des biguanides chez la femme enceinte ou allaitante. Les précautions d'emploi. Le traitement par metformine doit être arrêté transitoirement 48 heures avant une intervention nécessitant une anesthésie générale, 24 à 48 heures avant un examen radiologique nécessitant une injection de produits de contraste iodé, devant une affection intercurrente sévère avec un risque de déshydratation et d'insuffisance rénale aiguë, devant un collapsus, devant toute situation d'hypoxie. Et aussi, donc, il faut arrêter la metformine si on a des signes évocateurs d'acidose lactique débutante tels que les crampes musculaires et les douleurs abdominales. La metformine est contre-indiquée pendant la grossesse. Il faut retenir cette notion. Les présentations, on a différentes présentations. On a terminé avec la metformine, avec les biguanides. Les autres insulinosensibilisateurs sont des glycasones dont le mécanisme d'action, ce sont des agonistes sélectifs des récepteurs nucléaires PPAR gamma. Donc c'est des récepteurs activateurs de la prolifération des péroxysomes. Donc ils entraînent une augmentation de la sensibilité des muscles, des graisses et du foie à l'insuline endogène et exogène, réduisant ainsi l'insulinorésistance périphérique, donc des tissus adipeux, du muscle squelettique et du foie. Cependant, ils ont été retirés du marché
et essentiellement en France et dans de nombreux pays francophones, mais certaines molécules restent quand même commercialisées aux États-Unis et dans un certain nombre de pays anglophones. Leur effet indésirable, c'était la prise de poids, la rétention hydrique qui peut aggraver une insuffisance cardiaque congestive et enfin le risque de fracture chez la femme. Un des insulinosensibilisateurs, il y a aussi le benfluorex qui a été proposé comme une alternative à la metformine en cas de contre-indication. Son statut d'antidiabétique est resté assez longtemps débattu en raison de la pauvreté des essais cliniques dont aucun n'a comporté des critères de jugement clinique et de mortalité. Finalement, il a été retiré du marché à la fin de l'année 2009 en raison de la survenue de valvulopathie et d'HTA. Donc on a terminé avec les insulinosensibilisateurs. Maintenant on va voir les médicaments qui agissent directement sur le métabolisme du glucose. On a les inhibiteurs des alpha-glucosidases, dont le mécanisme d'action repose sur le ralentissement de l'absorption digestive des glucides, d'où une action hypoglycémiante qui est assez modeste, mais qui est assez efficace sur les glycémies postprandiales. Donc on a deux présentations, le miglytol, donc avec des comprimés à 50 et à 100 mg, et la carbose qui est des comprimés aussi à 50 et à 100 mg. Donc lors de votre prescription, il faut toujours commencer par des posologies faibles, 50 mg par jour, puis augmenter progressivement jusqu'à un maximum de 100 mg 3 fois par jour. Les effets indésirables des inhibiteurs des alpha-glucosidases sont essentiellement les flatulences, météorisme, diarrhée et douleurs abdominales, expliquées par l'augmentation de la fermentation des hydrates de carbone dans le côlon, les atteintes hépatiques, les occlusions intestinales et les réactions cutanées aussi ont été observées, mais rarement. Les contre-indications, toutes les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les troubles de la digestion et de l'absorption, les antécédents de syndrome occlusif, l'enfant de moins de 15 ans, chez les insuffisants rénaux sévères avec une clairance inférieure à 25 et chez les femmes enceintes et allaitantes. On a terminé avec les inhibiteurs des alpha-glucosidases. On va voir maintenant les incrétinomimétiques. C'est l'une des dernières classes nées de la thérapeutique du diabète de type 2, mais qui remonte déjà à plus d'une dizaine d'années et repose sur l'utilisation de la voie des incrétines. Le concept incrétine est né de l'observation que l'effet insulino-sécréteur du glucose qui est donné par voie orale est nettement supérieur à celui du glucose administré par voie intraveineuse. Voici l'explication du concept incrétine. Donc, pour la même quantité de glucose administrée par voie orale, c'est représenté en rouge, et la même quantité de glucose administrée par voie intraveineuse est représentée en gris. Donc vous voyez que les quantités sont totalement les mêmes et superposables. Cependant, donc, la sécrétion d'insuline induite par ces deux prises, donc on va observer que la sécrétion de l'insuline induite par la prise orale est nettement plus importante et plus rapide que celle de l'insuline induite par la voie intraveineuse. Et la différence observée est appelée alors effet incrétine. Donc, les recherches se sont penchées à l'origine de cet effet incrétine. Chez l'homme, cet effet a été attribué à deux hormones pariétodigestive. Le glucose dépendant insulinotropique peptide, c'est le GIP qui est sécrété par les cellules K du œdénome et du jejunum, et le glucagon-like peptide 1 qui est le GLP-1, lui qui est produit par les cellules L de l'iléon et du côlon en réponse au repas. C'est ce dernier, donc le GLP-1, qui a été développé dans la thérapeutique du diabète de type 2. Pourquoi? Car dans le diabète de type 2,
il a été identifié une déficience en GLP-1 alors qu'il était nettement résistant au GIP. Les effets du GLP-1, c'est la stimulation de la sécrétion de l'insuline proportionnellement au contenu alimentaire ingéré, ralentissement de la vidange gastrique, donc on a une satiété précoce, donc ce qui va permettre une perte de poids, des troubles digestifs sont notés, actifs de nausée et de vomissement. Cependant, le GLP-1, donc naturel et physiologique, est rapidement dégradé par la DPP4, ce qui réduit sa durée de vie. Donc sur cette plaque, on note la physiopathologie de l'axe des incrétines, donc effet du GLP-1 et du GIP sécrétés en réponse à la prise alimentaire. Donc vous voyez, donc une fois que les aliments ingérés arrivent au niveau de l'intestin, il y aura la libération des incrétines, le GIP et GLP-1, qui vont avoir des effets sur le cerveau, sur l'estomac, donc et sur le pancréas. Donc ça va être satiété, nausée et réduction de la prise alimentaire. Au niveau de l'estomac, ralentissement de la vidange gastrique. Au niveau du pancréas, donc ça va entraîner une augmentation de la prolifération des cellules bêta et un allongement de leur survie. Pour le glucagon, il y aura une diminution de la sécrétion du glucagon, une augmentation de la sécrétion et de la synthèse de l'insuline de façon glucose dépendante, donc ce qui va aboutir à un meilleur équilibre glycémique avec une réduction pondérale. Là, c'est un résumé des actions des incrétines sur les différents tissus cibles. Donc les incrétines ont comme cible le cœur, où ils vont augmenter la cardioprotection et le débit cardiaque, au niveau du cerveau où il y aura une neuroprotection et une réduction de l'appétit, au niveau de l'estomac où il y aura un ralentissement de la vidange gastrique, au niveau du pancréas où il y a une augmentation de la biosynthèse de l'insuline, une augmentation de la prolifération des cellules bêta et aussi une diminution de leur apoptose. Donc augmentation de la sécrétion d'insuline, réduction de la sécrétion du glucagon. Donc, et au niveau du foie, on aura une augmentation de la sensibilité à l'insuline et une diminution de la production du glucose. Les incrétinomémétiques, donc on a deux types de produits qui sont commercialisés. On va commencer par les agonistes du peptide ou bien les glucagon-like peptide 1 GLP-1. C'est des préparations injectables, c'est pour ça que tout au début on a parlé d'insuline, d'ADO et de traitements injectables non insuliniques, parce que jusqu'à avant l'avènement des incrétinomémétiques, le seul traitement injectable du diabète c'était l'insuline. Mais là, c'est des traitements injectables non insuliniques. On a l'exénatide qui est le Byetta et le liraglutide Victoza. Le liraglutide est commercialisé en Algérie. Donc, et leur mode d'action, donc c'est des analogues du GLP-1, donc n'étant pas reconnus par la DPP4, donc ils ne vont pas être dégradés, donc ils auront une durée d'action qui est plus prolongée. Les gliptines ou inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4 ou bien DPP4, donc représentés par la sitagliptine, vildagliptine, saxagliptine et allogliptine, donc empêchent la dégradation du GLP-1. Donc le mécanisme d'action, en résumé, les analogues du GLP-1 vont avoir un mécanisme d'action par le biais d'une augmentation de la sécrétion de l'insuline de façon glucose dépendante, et j'insiste sur glucose dépendante parce que c'est une particularité de cette classe, une diminution de la sécrétion du glucagon, une augmentation de la satiété et un ralentissement de la vidange gastrique. Les inhibiteurs de la DPP4, eux, réduisent aussi la sécrétion du glucagon et augmentent l'insulinosécrétion aussi de façon glucose dépendante. Donc là, c'est les incrétinomémétiques, donc comment ils agissent. Donc là, ingestion d'aliments par le tube digestif, arrivé au niveau du tube digestif, bon, il y aura la libération de l'incrétine, soit qu'on va donner
un agoniste du GLP-1, donc il va faire pratiquement le travail du GLP-1 sans qu'il soit pour autant dégradé par la DPP-4, parce que le GLP-1 est rapidement dégradé par le DPP-4. Donc les inhibiteurs de la DPP-4 vont empêcher donc, cette dégradation en GLP-1 et en GIP inactif. Par conséquent, il y aura un prolongement de leur vie pour entraîner une sécrétion d'insuline et une réduction de la sécrétion du glucagon d'une façon glucose dépendante et aboutir finalement à une réduction des glycémies à jeun et en post-prandial. Les incrétinomimétiques sont indiqués dans le traitement du diabète de type 2 en association avec la metformine ou bien avec un sulfamide hypoglycémiant. Bon, leur bénéfice, c'est leur efficacité rapide, pas de risque d'hypoglycémie et pas de prise de poids, bien au contraire, on constate une perte de poids. Et contre-indication, c'est l'hypersensibilité au principe actif ou bien à l'excipient, l'acidocétose diabétique, le patient insulino-requérant, l'insuffisance rénale terminale, les troubles gastro-intestinaux sévères et bien sûr chez la femme enceinte et allaitante. Les effets secondaires, donc on a les effets secondaires des analogues du GLP-1, donc on a les troubles digestifs qui sont essentiellement constatés au début du traitement, les pancréatites sont rares mais graves, les réactions d'hypersensibilité, le risque d'hypoglycémie en association avec les autres ADO insulino-sécréteurs, essentiellement sulfamide et glimide. Les inhibiteurs de la DPP-4, eux, donc, ont comme effet secondaire des troubles digestifs aussi qui prédominent au début du traitement. Des cas de pancréatite ont été aussi rapportés, une augmentation de la survenue des infections respiratoires hautes, des troubles hépatiques, des troubles musculo-squelettiques et des affections cutanées ont été rapportés. Des réactions d'hypersensibilité aussi, là aussi, on note le risque d'hypoglycémie en association avec les autres ADO insulino-sécréteurs. On arrive maintenant aux inhibiteurs du SGLT2. Donc les inhibiteurs du sodium glucose cotransporteur 2 est une nouvelle classe d'ADO. Le mécanisme d'action, c'est la réduction de la glycémie en augmentant l'excrétion urinaire du glucose. Ainsi, ils améliorent le contrôle de la glycémie sans provoquer d'hypoglycémie. Et aussi, ils entraînent une perte de poids et une réduction de la pression artérielle. Donc, différentes présentations. On a la canagliflozine, dapagliflozine et empagliflozine. Pour le moment, les inhibiteurs de SGLT2 sont commercialisés aux États-Unis, au Japon et pas encore en France car leur coût est considéré comme étant très cher. Donc ce schéma illustre simplement le mécanisme d'action. Donc on a le glucose filtré, il passe au niveau du glomérule, arrivé au niveau du tube proximal, donc il y a les récepteurs SGLT2. Donc les inhibiteurs du SGLT2 vont venir inhiber ce récepteur. Il y aura alors une diminution de la réabsorption du glucose et au niveau des urines excrétées, donc il y aura une augmentation de l'excrétion urinaire du glucose. Donc cela leur donne un mécanisme d'action qui est assez original et par la suite ils peuvent être utilisés à tous les stades du diabète de type 2 et en combinaison avec n'importe quel autre médicament hypoglycémiant, y compris l'insuline. On aura noté des effets secondaires tels que les infections génitales mycosiques et les infections urinaires basses à type de cystite. Leur efficacité diminue avec la diminution du débit de filtration glomérulaire et leur utilisation n'est pas recommandée pour certaines équipes pour un débit de filtration glomérulaire inférieur à 45 et pour d'autres pour un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml par minute. Un récapitulatif, donc là, devant les hyperglycémies, il y a les sulfamides, les glimides et les incrétinomimétiques.
donc qui vont réduire la sécrétion d'insuline, les biguanides qui vont entraîner, qui vont agir sur la production du glucose et l'insulinorésistance, et les inhibiteurs du SGLT2 qui vont agir sur la réabsorption du glucose. Les inhibiteurs des alpha-glucosidases vont agir sur l'absorption du glucose au niveau du tube digestif. Dans le diabète de type 2, on a recours à l'insuline, aussi aux analogues de la GLP-1, qui agissent au niveau de l'estomac, du cerveau, du pancréas, et entraînent une sécrétion d'insuline glucose dépendante. Les biguanides diminuent la production hépatique de glucose, les inhibiteurs du SGLT2 augmentent l'excrétion rénale du glucose, les thiazolidinediones, on a dit qu'ils ont été retirés du marché dans certains pays et certaines molécules restent commercialisées dans d'autres pays. De ce fait, on les retrouve surtout dans les recommandations américaines, c'est pour ça on en parle. Donc on a une diminution de la résistance périphérique à l'insuline et la différenciation des cellules graisseuses. Les inhibiteurs de la DPP4 augmentent les taux endogènes du GLP-1 et les inhibiteurs des alpha-glucosidases entraînent un ralentissement de la réabsorption des glucides alimentaires. Les glénides et les sucramides hypoglycémions, eux, sont des insulinosécrétagogues et vont réduire la sécrétion de l'insuline, mais d'une façon glucose indépendante, à la différence des incrétines. Donc en conclusion, une meilleure compréhension de la physiopathologie du diabète a permis d'élaborer de nouvelles molécules qui ont enrichi l'arsenal thérapeutique. Chaque patient diabétique doit bénéficier d'un traitement personnalisé et adapté tout au long de l'évolution de sa maladie diabétique. La prescription des antidiabétiques nécessite la connaissance des contre-indications, mais aussi des interactions médicamenteuses afin d'éviter la survenue d'accidents qui sont parfois très graves. Et je vous remercie.